Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce format Au-delà des mots que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un format assez court en distanciel qui vise à vous donner un éclairage sur une thématique euh, liée à nos yeux au sujet du renouvellement urbain et principalement d'exposer les grands enjeux de cette thématique et vous permettre de l'appréhender et puis de réagir euh, à ce sujet avec l'aide d'un expert qui est aussi le formateur sur ce sujet à l'école. Aujourd'hui, on est très content d'accueillir Yann Moisan, qui est consultant en santé publique chez Novascopia et qui va nous parler d'un sujet qui est nouveau dans notre réflexion, dans notre offre de formation à l'école, mais dont on pense qu'il a de forts enjeux et qu'il touche à beaucoup de sujets qui sont ceux que vous connaissez dans les quartiers en renouvellement urbain. Il s'agit de la santé. Et comme d'habitude, je vais laisser Yann présenter ce sujet avec son approche, son regard, son expertise pendant environ 45 minutes. Et je vous invite les uns et les autres, si vous le souhaitez, à nous adresser des questions par écrit dans la fenêtre de discussion, dans le chat. On gardera 10-15 minutes à la fin de cette heure ensemble pour que je puisse les soumettre à Yann et qu'on ait un début d'échange et de débat sur ces sujets. Eh bien, Yann, je t'en prie. Eh bien, c'est à moi. Merci, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, même en distanciel. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est tenter de répondre à cette question. Urbanisme favorable à la santé et territoire de renouvellement urbain, comment s'y prendre? À travers cette question, c'est déjà une réflexion sur non pas le fait d'y aller, mais avec quelle méthode. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager quelques réflexions sur à la fois les méthodes et les enjeux qui peuvent se dégager d'une approche santé dans les territoires en renouvellement urbain. Euh, donc rapidement, Novascopia, une structure qui a bientôt 10 ans et qui, dans ses fondements, avait pour objectif de relier plusieurs dimensions, l'habitat, ce qui se joue dans le logement, la santé au sens large, et une réflexion sur les interactions, les relations qui peuvent y avoir entre un aménagement urbain et notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Euh, je commence ce premier temps de réflexion consacré à la santé dans l'aménagement urbain, déjà pour aborder les relations qu'il doit ou qui sont aujourd'hui très prégnantes entre l'adaptation au changement climatique et le bien-être humain. Là, je vous ai mis en texte une citation du dernier rapport du GIEC qui démontre du coup l'intérêt de mieux relier, raccorder ce qui se joue dans l'environnement sur la santé humaine. Donc, c'est aussi se dire que toutes les réflexions qui touchent à la réduction des nuisances environnementales doivent pouvoir impacter la manière dont on pense la santé des habitants en s'appuyant en premier lieu sur leur vécu. Premier sujet de cette intervention, c'est la question de la difficulté. Pourquoi est-ce si difficile d'agir en faveur de la santé d'un territoire en renouvellement urbain? J'aurais pu aller au-delà hein, des territoires, du quartier, d'une ville. On est souvent confronté à l'idée que cette chose, le fait d'intervenir à travers la santé, euh, ça va brasser des sujets qui vont parfois nous dépasser. La question que je pose ici, c'est comment s'y prendre alors pour pouvoir intervenir et se dire qu'on est en capacité de pouvoir peser sur la santé
des plus fragiles. Ce qu'il y a à travers les mots qui sont derrière cette diapo, vous voyez incertitude, action, réaction et inaction. C'est du coup une réflexion sur euh, la question des éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui va nous permettre d'engager euh, ou de penser la modification, la transformation d'un quartier en faveur de la santé des habitants? C'est d'abord, du coup, une réflexion sur quels sont les risques en présence euh, et une question sur finalement euh, quels sont aussi les risques qu'on prend à ne rien faire. C'est du coup une réflexion sur nos indicateurs, quelles sont les méthodes et les outils d'observation, de veille qui doivent nous permettre d'enclencher des actions en faveur de la santé des habitants. Jusqu'où la prise de risque est-elle nécessaire? Là, on est sur, justement, au regard des connaissances dont on dispose, qui sont, comme vous le savez, principalement des données de santé publique qui vont toucher des données épidémiologiques, des données sociodémographiques autour de la vulnérabilité sociale, de la précarité. Aujourd'hui, relier urbanisme et santé, c'est pouvoir associer ces données avec tout ce qui va concerner les impacts sur l'environnement. Je pense notamment au bruit, dont on parle souvent beaucoup dans les quartiers en renouvellement urbain. Je pense à la qualité de l'air. Je pense à la pollution des sols quand on réfléchit notamment à l'implantation d'une ferme urbaine, à des circuits courts et à la qualité de la nourriture. C'est une réflexion sur les circuits. Et du coup, quels sont aujourd'hui les événements, les données qui doivent nous permettre d'enclencher ou non des actions et, et du coup des moyens humains, financiers à la hauteur des besoins. Euh, je dirais qu'au-delà des données, les travaux réalisés ces dernières années à travers des évaluations d'impact sur la santé, des diagnostics santé, l'évaluation de contrats de politique de la ville, nous amènent à penser que sans un savoir important sur ce que vivent les gens, au-delà des données statistiques, eh bien, l'action doit être, je dirais, mesurée ou ne pas s'engager trop vite. Concrètement, ça veut dire que, au-delà des savoirs statistiques, épidémiologiques ou environnementaux, il est important de pouvoir consacrer un temps nécessaire à la prise en compte du bien-être par les habitants eux-mêmes et les acteurs du quartier. Ça veut dire les professionnels qui y travaillent. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est donc si on doit faire des choix à travers l'aménagement urbain, cette intégration de la santé ne pourra pas se faire à travers toutes les dimensions. Du coup, quelles sont les priorités? On parle souvent de public cible hein, dans les projets, vous l'entendez souvent. C'est un terme qui est souvent critiqué. Et à vrai dire, je l'aime pas non plus parce que si on en parle, si on me considérait, moi, dans mon quartier, comme un public cible, je ne suis pas sûr de bien l'interpréter. La question qui se pose, c'est finalement à quel moment de la vie se sent-on fragile? Ou, et cette question des temporalités reliées à la fragilité ou aux situations de handicap ou à la perte d'autonomie, elle nous amène forcément à regarder avec un œil attentif ce qui se joue à la petite enfance et comment vivent nos anciens. Ça, c'est un premier lieu parce que les, la littérature scientifique nous explique que, comme pour le vivant, les populations fragiles sont souvent celles qui sont le plus exposées
à des risques sanitaires. Et du coup, intervenir, agir avec la santé dans l'aménagement urbain, c'est avoir un regard finalement assez pointu sur où sont ces personnes fragiles. Est-ce qu'elles empruntent les mêmes chemins? Est-ce qu'elles se rencontrent? Est-ce qu'elles ont des données suffisamment euh, accessibles pour pouvoir adopter des comportements sains? C'est les questions qu'il faut se poser, qu'on peut se poser à l'échelle d'un quartier, au moment de la réhabilitation d'une école, au moment d'un projet de renouvellement urbain. Il y a des moments, des temporalités, des événements aussi qui sont plus marquants que d'autres pour engager une, euh, une opération dédiée à l'intégration de la santé dans un projet urbain. Alors, de quoi parle-t-on? Forcément, là j'ai parlé d'indicateurs environnementaux, j'ai parlé de la parole des habitants. C'est se dire que la qualité de vie pensée par des techniciens, des urbanistes, des aménageurs, euh, elle doit être confrontée à ce qu'attendent et ce que vivent les parents, les professionnels qui vivent dans un quartier, dans un secteur géographique, et qu'est-ce qui leur pose souci dans leur qualité de vie en général. Et là, vous voyez un des sujets qui revient beaucoup ces dernières années, qui n'était pas aussi présent euh, il y a une dizaine d'années, c'est la question de l'accès aux soins. Cette question de l'accès aux soins et celle dédiée, je dirais, au sentiment de sécurité. On a aussi des relations très fortes, très étroites entre le sentiment de sécurité et le fait de se sentir bien chez soi ou en dehors de chez soi est très, très important et du coup nous incite à regarder quels sont les parcours qui à la fois permettent de se déplacer en toute sécurité, mais aussi de s'orienter vers les lieux de soins les plus proches de chez soi. Alors, là aussi, c'est du coup, à travers les projets de renouvellement urbain, une réflexion sur qu'est-ce qu'on en attend. Souvent, il nous est difficile de pointer les impacts potentiellement négatifs d'un projet de rénovation urbaine parce que les intentions sont louables, elles s'approchent et elles sont souvent orientées vers une plus grande qualité de vie. La question, donc avec aussi une réflexion sur la spatialisation des espaces, la rencontre des publics et une approche très fonctionnelle. Là, du coup, quand on travaille ces questions-là, le lien santé-environnement, bon, bien sûr, on essaye à travers cette approche santé globale de se dire, au-delà des lieux de soins, qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien chez moi et en dehors de chez moi? Eh bien, il faut pouvoir, du coup, mieux comprendre ce qui s'est joué dans l'évolution des quartiers et des habitats ces dernières années. Ici, vous pouvez voir du coup le prisme d'intervention qui sont, je dirais, des mots et des thématiques très courantes dans un projet de renouvellement urbain. La question qui va se poser, c'est à travers les différentes dimensions d'un projet qui s'apparentent aux déterminants de la santé, quels sont ceux, au regard de la typologie du quartier, de son histoire, et de ce qu'en attendent les habitants, qu'est-ce qui va permettre à cette transformation attendue de mieux protéger les publics fragiles et de mieux les soigner. Pour nous guider, pour nous guider dans ces interventions, il y a, là, je vous ai mis à l'écran 7 questions clés qui sont parfois au cœur des interventions, mais qui touchent les fondements
d'une qualité de vie. Le premier sujet, c'est donc ça touche au développement économique. Comment soutenir le développement d'une filière locale d'activité? Comment accompagner le potentiel d'innovation et de création des habitants? La connexion à la nature, c'est comment faciliter l'accès aux espaces verts de qualité aux populations les plus fragiles. Donc, c'est se dire où sont-elles? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui euh, actives, dynamiques? Qu'est-ce qui fait au contraire qu'elles ont perdu en présence ou qu'elles se sentent ou qu'elles sont considérées comme dégradées? Les mobilités, comment mieux répartir les équipements et solutions de mobilité active. Là, on touche à la fois à la question des activités culturelles, sportives, mais aussi, et on l'oublie souvent, celle de l'accessibilité aux lieux de soins. Je pense à la fois aux urgences, mais aussi aux médecins généralistes et spécialistes. La question de la cohésion sociale, c'est du coup, quels sont les lieux, ressources qui sont en capacité de générer de nouveaux liens sociaux, des lieux de rencontre qui peuvent être à la fois des commerces, des espaces publics, mais aussi tout ce qui va se jouer autour de la configuration d'un arrêt de bus, qui sont des équipements plus simples, mais aujourd'hui aussi vecteurs de liens. Alimentation et pratiques agricoles, là, on touche à la question et à l'implantation, les liens qu'il peut y avoir, notamment avec les opérations quartiers fertiles et les politiques de santé. Donc, on est sur une dimension à la fois économique, mais aussi d'accessibilité à ces produits alimentaires sains. Et enfin, la question de l'installation des professionnels de santé, eh bien là, on est aussi sur les nouveaux modes d'exercice de la nouvelle génération de professionnels de santé. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des locaux où la dimension collective des soins de premier recours peut être appréciée ou implantée dans les quartiers concernés par des projets de renouvellement urbain. Enfin, la dernière question, qui est elle aussi une question prégnante de ces dernières années dans le rapport à la qualité de vie et au bien-être, c'est la question des usages. Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir bien près de chez soi dans nos déplacements quotidiens? Et on l'a vu, on l'a repéré dans les dernières évaluations d'impact sur la santé, cette question qui est rarement en tout cas dans les papiers ou en théorie reliés à une politique de santé, elle impacte beaucoup le ressenti et le vécu des habitants sur le, je dirais aussi l'image que véhicule le quartier. Et donc là, on est aussi sur un sujet qui touche à la fois aux impacts sur la santé que véhicule l'image dégradée, que pourrait véhiculer l'image dégradée d'un quartier. Voilà, ça c'était un premier préambule. Je regarde aussi le chronomètre pour savoir si je suis encore dans les temps. Donc sur les méthodes, qu'est-ce qui provoque l'intégration de la santé dans un projet d'aménagement urbain? Et ici, on est plutôt sur le pourquoi. On est quand même à la base sur un enjeu de lutte contre les inégalités sociales de santé euh, et des inégalités qui sont croissantes malgré tous les efforts et les moyens financiers engagés ces dernières années. Euh, des pathologies chroniques plus courantes, une population, j'allais dire une population âgée qui vieillit, une population présente depuis longtemps mais qui vieillit et qui vieillit du coup avec tout le sujet qui concerne la perte d'autonomie dans son logement et qui touche du coup aux conditions de mobilité pour circuler à l'échelle d'un quartier. L'exposition aux nuisances environnementales, là je vous l'ai dit, on est sur des sujets qui sont bien connus dans les projets de renouvellement urbain avec de gros efforts engagés ces dernières années pour mieux les comprendre
et les réduire. Et enfin, le dernier sujet, c'est l'accès plus limité à l'offre de soins. Vous voyez le chiffre, 40% des résidents des quartiers prioritaires ont déclaré avoir renoncé au moins à un soin pour raisons financières, contre 25% dans les autres quartiers des unités urbaines englobantes. Là, c'est aussi le décalage et, je dirais, une sorte, hein, de bombe à retardement si ce renoncement aux soins n'est pas, ou cette amplification du renoncement aux soins n'est pas pris en compte. Donc, qu'est-ce qu'on regarde avant d'aller écouter les habitants et se donner les moyens d'une écoute attentive? C'est bien sûr la question des pathologies chroniques. Là, c'est à la fois un sujet qui touche à la démographie sanitaire et sociale, mais aussi aux conditions de travail des habitants de ces quartiers qui peuvent être du coup plus exposés aux maladies chroniques. L'autre sujet, c'est celui dont on parle beaucoup, à juste titre, qui est celle de l'adaptation au changement climatique et de l'importance de mieux se préparer face aux canicules et aux fortes chaleurs, là aussi en lien avec les outils pour y faire face, mais aussi la question des publics fragiles. Et là, je vous ai mis aussi quelques questions qui peuvent orienter le périmètre d'intervention à la fois géographique et thématique des actions santé dans le cadre de projets d'aménagement urbain. C'est la question de l'équité ou des inégalités face à des expositions ou des nuisances environnementales, les perspectives d'évolution du vieillissement, quel temps à quelle échéance le public par exemple, des plus de 80 ans va dépasser les 20 à 30% et quels sont les impacts que ça va avoir sur les files d'attente et les capacités de mobilité. Et enfin, la question du changement climatique lié aux conditions d'adaptation des aménagements. Je pense notamment au mobilier urbain ou à des équipements aux espaces verts présents, le niveau de proximité des espaces verts qui vont pouvoir être intégrés dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Toujours, mais vous les connaissez certainement, j'en parle parce ce sont aussi des documents structurants qui sont souvent épais, mais dont l'épaisseur se justifie, parce que vous l'avez vu, il s'agit quand même de croiser beaucoup de données, de tenter de leur donner de la cohérence les unes avec les autres pour enfin intervenir. Et c'est se dire aussi que à travers ces guides, ces outils qui sont en émergence et qui se développent de manière forte sur l'ensemble des régions métropolitaines, j'ai un regard moins pointu, moins vigilant sur ce qui se joue en Outre-mer, mais voilà, on a quand même aujourd'hui des outils, une boîte à outils qui nous permet de calibrer des opérations intéressantes avec des moyens financiers qui sont, à mon avis, mobilisables par les collectivités. Juste un sujet, parce que c'est quand même des travaux qui ont été portés, impulsés par l'École des hautes études en santé publique. Euh, c'est se dire, j'en parlais aussi avec Céline en introduction de cet échange, c'est que beaucoup aujourd'hui des opérations qui sont mobilisées sur sur ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé, euh, elles sont souvent soutenues, impulsées par les services de l'État, les agences régionales de santé, les collectivités sont vraiment preneuses des soutiens et de l'appui technique, souvent financier, qui permettent d'engager ce type de démarche. Deux principaux outils sur lesquels on s'attarde beaucoup lors de la formation et qui aujourd'hui, je crois, on est à plus
je ne sais plus le nombre d'évaluations d'impact sur la santé sur le territoire métropolitain, mais on doit approcher la centaine d'études depuis une dizaine d'années. Donc, on commence aussi à avoir des retours d'expérience sur qu'est-ce que ça a produit, est-ce qu'on a intérêt, sur quel projet on a intérêt à mobiliser cette méthode, à quel périmètre, et puis qu'est-ce qu'on en attend. Donc, je ne vais pas rentrer sur la méthode précise, mais vous dire que aujourd'hui, cet outil, il est assez facilement mobilisable dans des projets de renouvellement urbain et peut permettre, en tout cas, d'associer les habitants et enfin, de travailler sur les marges de manœuvre des orientations urbaines pour favoriser la qualité de vie des habitants. L'autre sujet, c'est l'urbanisme favorable à la santé. On est là en amont des opérations pour pouvoir, en gros, au regard des problématiques de santé d'une population à l'échelle d'un quartier, d'un territoire, là, non pas réorienter des orientations, mais être à la conception en amont. Quels sont les espaces, les équipements dont qu'on a intérêt à privilégier si on veut favoriser la qualité de vie à l'échelle du quartier. Je crois que j'ai trois diapos pour conclure. Je suis peut-être en avance, ça laisse du temps pour l'échange. C'est rare d'ailleurs. Là, je vous ai mis pour conclure quelques enseignements dont j'ai parlé, que j'ai évoqués en introduction. C'est qu'est-ce qui conditionne la réussite d'une évaluation d'impact sur la santé ou d'une meilleure prise en compte de la santé dans des projets de renouvellement urbain. Euh, Aujourd'hui, j'en suis à peu près convaincu. Il faut pouvoir donner autant de moyens à l'analyse des données statistiques environnementales, sociales, démographiques, qu'autant consacré à l'observation des espaces et à l'écoute des habitants. On a, en, en conciliant ces deux approches, ces deux registres, celui dont on parle, le registre d'expertise, euh, à la fois sanitaire, environnemental, et celui de l'expérience, du vécu des habitants sur leur quartier, la manière dont ils ont vécu les transformations des dernières années et ce qu'ils attendent des futurs chantiers me paraît un sujet d'importance parce qu'il nous amène du coup à reconsidérer l'aménagement urbain en se rappelant que ça touche l'intime et que on est du coup sur un sujet sensible qui nous fait passer de l'échelle du logement, de chez soi, de nos rapports aux écrans. C'est un sujet de santé publique, notamment pour les plus jeunes. De ce qui se joue dans les cages d'escalier, en pied d'immeuble et sur le chemin de l'école. Et même si on travaille souvent avec des urbanistes, des architectes, des ingénieurs de très grande qualité, il est toujours utile de confronter des plans, des 3D, des schémas avec ce que considèrent comme très important ou comme déterminant pour leur bien-être les principaux concernés. Le deuxième sujet, c'est celui de la transformation, de la réhabilitation d'équipements. J'en parlais aussi avec Céline pour préparer cette intervention. Là, je vous ai mis le projet du groupe scolaire des Couronneries à Poitiers, qui a fait l'objet d'une évaluation d'impact sur la santé et qui nous a permis euh, de comprendre à quel point la vétusté d'un équipement, ou au contraire sa qualité esthétique, euh, l'image qu'elle renvoie, imprègne le sentiment de bien-être des habitants et des usagers, des parents, et y compris des acteurs scolaires, éducatifs et sociaux. Sa qualité, la manière dont sa conception a pu associer les habitants, les enfants,
imprègne, donne déjà un premier niveau de reconnaissance qui, à mon avis, fait partie intégrante des outils d'urbanisme favorable à la santé. Donc là, je vous ai mis une école, mais j'aurais pu mettre un EHPAD, j'aurais pu mettre une infirmière à domicile. La question, c'est à la fois l'équipement. L'équipement est structurant. Une école, ça joue, ça rythme à travers les entrées, les sorties, le temps du midi, des déplacements sur un quartier. Mais j'aurais pu aussi penser la poste, la place de la poste ou un parc. L'idée, c'est pouvoir se dire, par rapport à cette question des fragilités dont j'ai parlé tout à l'heure, quels sont les habitants que ça va impacter le plus? Et est-ce que ce choix-là va rayonner sur d'autres publics? Je pense notamment aux accompagnants familiaux, professionnels. C'est ma dernière? Ah non, si, presque. Autre sujet qui touche la rénovation urbaine, vous le connaissez bien, c'est non pas celui de la démolition, même si on aurait pu en parler en termes de ressenti, de mémoire aussi. Et la question de la mémoire sur les quartiers n'est pas toujours prise comme un enjeu de santé. Là, c'est plutôt l'impact sur la santé, à la fois physique et mentale, du déroulement d'un chantier. C'est du coup se dire que on peut mieux faire sur nos capacités d'anticipation sur ce qu'un chantier va générer comme perturbation dans nos cheminements quotidiens, dans le rapport au bruit des enfants, euh, dans la capacité à stationner pour des professionnels importants qui jouent un rôle important sur le quartier. J'ai plein d'exemples en tête où finalement le déroulement d'un chantier a perturbé le chemin à pied des mamans avec leurs poussettes, a réduit à quasiment à néant une aire de jeu, enfin en termes d'accessibilité. Et c'est cette prise en compte à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine des impacts sanitaires, sociaux du déroulement d'un chantier dans toute sa temporalité là aussi est une condition de réussite à ces sujets-là. Pour conclure, ah oui, deux dernières diapos. Ah, j'avais quatre diapos de conclusion. Là, c'est trois diapos qui expriment des métiers. Celui de la protection et de la sécurité, c'est le premier. J'en parle assez facilement parce que c'est un sujet qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, étroitement relié au sentiment de bien-être. Euh, et qui touche à quels sont les chemins qu'on choisit pour être tranquille, à quelle heure, en quelle saison ces chemins sont perturbés. Et tant que cette question de la sécurité n'est pas traitée, elle va impacter la santé mentale des mamans, des anciens qui nous en parlent fréquemment. Le deuxième sujet, le deuxième métier, c'est celui de architecte, urbaniste, je dirais les parties prenantes de la programmation urbaine. Là, c'est aussi comment concilier ces métiers avec celui de soignant. Vous voyez la dernière diapo, pour pouvoir, en gros, engager, permettre un tour de table qui les réunisse. J'aurais pu mettre aussi l'éducateur, le chauffeur de bus, mais tout ça pour vous dire que ce qui va nous permettre de qualifier un quartier, de dire qu'un quartier respire la bonne santé, eh bien, ça pourrait être ces différents points de vue, la compilation ou la cohérence donnée à ces différents points de vue qui peuvent nous le permettre. Et ça implique du coup eh bien, un tour de table assez conséquent, mais qui est sûrement indispensable dans les solutions d'aménagement qui pourront en ressortir. La dernière, c'est une formule, je me souviens plus qui l'a dit. Le danger fait partie inhérente de la vie. À travers un aménagement du territoire favorable à la santé, il ne s'agit pas de supprimer les risques, c'est donc affirmer
qu'un quartier ou qu'un projet de rénovation urbaine sans risque n'existe pas, mais plutôt de chercher à les réduire et si possible de les surmonter. Et les surmonter, donc je vous ai donné quelques éléments qui touchent à la cohérence entre des données qualitatives et scientifiques et la capacité à pouvoir en partie mieux écouter les habitants concernés. Voilà, je m'arrête là à ce stade. Je ne sais pas si j'ai tenu mon temps. Parfaitement tenu ton temps, Yann. Presque la médaille des intervenants en termes de disposition de temps, je crois. C'est rare. Merci beaucoup pour ce propos très étoffé et complet. N'hésitez pas, hein, il nous reste en effet quelques minutes si vous avez des questions à les adresser dans l'espace de discussion, plutôt sous la forme de questions. On a des réactions là sur le chat par rapport à ce que tu évoquais d'impact que peuvent avoir les projets et les travaux en fait, hein, sur le bien-être des habitants. Euh, Peut-être moi, à titre de réaction, je trouve que ce qui est décomplexant dans la façon dont tu présentes les choses, c'est qu'on pourrait se dire que la santé, c'est une question de sachants. Et ces sachants, on en a déjà plein autour de la table dans les NPNRU, mais là, il va falloir aller chercher un médecin, un professionnel de santé. Et finalement, toi, tu dis, il faut d'abord partir de l'expérience vécue des habitants Mm. et de leur Mm. sentiment de bien-être. Et ça, quelque part, si on veut le faire, c'est à la portée. Ce n'est pas de nouvelles personnes à mettre autour de la table. C'est des Oui. personnes qu'il faut Mm. écouter en premier. Mm. Et le deuxième aspect, c'est qu'on pourrait se dire, je me mets à la place d'une collectivité, la santé, c'est de l'ordre du personnel, de l'intime. Et dans tout ce que tu décris comme solution, tu parles des lieux de rencontre à favoriser, tu parles de la réhabilitation d'une école qui va changer le rythme pour tout le Mm. monde, d'une infirmière qui va faire un lien entre différentes personnes dans un quartier. Je trouve qu'il y a des solutions, ça montre qu'il y a des solutions collectives, que Mm. ça ne renvoie pas chacun à ses Mm. sujets, ses problèmes. Voilà, ça c'est juste à titre de réaction. Je trouve ça décomplexant pour des acteurs qui ne sont pas du secteur santé publique. On a une question. Alors voilà, en fait, on a des questions très liées. Je dois dire que dans les participants à Oser la démo, on est ravis d'avoir la variété des stagiaires de l'école, c'est-à-dire, comme tu le sais, Yann, des professionnels, mais aussi des habitants, puisque Mm. l'école forme des habitants et des conseillers citoyens. On a une réaction par rapport à ce que tu cites beaucoup. La participation des habitants est souvent citée comme un facteur clé de succès dans les projets de renouvellement urbain. Euh, Comment garantir que cette participation soit réellement effective? Mm. Ça, c'est un vaste sujet, Oui. mais surtout qu'elle influence les décisions ayant un impact sur la santé. Comment on peut aller chercher cette participation citoyenne sur ce sujet-là et pour que ce soit effectif? Oui, bah, c'est une question importante. Je dirais qu'aujourd'hui, première réaction, c'est qu'on ne va pas assez loin. On- c'est comme si on en avait un peu peur de ne pas avoir les moyens de répondre Oui, c'est ça. à l'amplitude des besoins. Pour moi, c'est une fausse excuse. Je pense que du coup, cette participation, elle doit faire partie intégrante, c'est-à-dire que elle ne doit pas être, elle peut être spontanée, j'allais dire, elle ne doit pas être trop limitée dans le temps. En gros, pour pouvoir avoir une parole qui touche et qui va impacter les prochaines décisions, à mon avis, il faut que cette parole, elle s'engage dans de la confiance. Et cette confiance, elle demande du temps d'observation, du temps d'écoute. Et je pense que du coup, il faut envisager une temporalité qui ne se situe pas sur une ou deux semaines ou un mois, mais déjà de voir déjà de voir comment sont pensés les usages d'un quartier déjà à différentes heures du jour et de la nuit. Ça donne déjà un sujet sur l'ambiance aux différentes saisons et de prendre le temps aussi de faire certains trajets avec les habitants eux-mêmes. On a parlé de l'école, on pourrait parler de l'hôpital, mais je pense que si on parle santé, promotion de la santé, donc on réfléchit mobilité, alimentation et prévention des addictions. Euh,
on est obligé de mieux comprendre où les gens vont aller faire leurs courses, comment ils y vont, qu'est-ce qu'ils achètent. Et là, on rentre aussi sur un sujet plus important. On pourrait dire, bon, bah, c'est trop complexe, on n'y va pas, mais qui peuvent du coup influer sur finalement, est-ce que ces espaces, ces services sont aujourd'hui accessibles aux populations qui en ont le plus besoin? Pas toujours. Pas toujours parce que comme vous le savez, les conditions de mobilité, il y a des inégalités sur certains quartiers et du coup, ça va influencer aussi les prises de décision et les moyens qui peuvent être attribués. Euh, il y a des réactions sur la question de la participation hein, de manière plus générale sur certains quartiers. Là, on est vraiment aujourd'hui en échange sur la santé. On a la chance d'avoir notre formateur sur le sujet. Pour autant, les gens évoquent la temporalité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que les projets de renouvellement urbain, ça y est, ils sont écrits, ils Mm, sont conventionnés, ils ont démarré sur les quartiers. Est-ce que c'est du coup trop tard pour aller sur une démarche mm, et qu'est-ce qui peut être un déclencheur pour, malgré tout, déclencher une réflexion sur la santé, même mm. si on n'en est plus à la conception d'ensemble du Oui. projet? Ouais. C'est une des premières questions. Il y a une question aussi de quelqu'un qui me demande si tu peux nous donner des exemples de territoires qui ont innové sur ce Mm. sujet-là. Alors, sur ce sujet, j'ai envie de dire, il est jamais trop tard. Cette question de la temporalité, j'en parle beaucoup parce qu'elle touche à la temporalité des études, à la temporalité du chantier, temporalité des projets. En fait, il n'est jamais trop tard parce que, comme je l'ai dit, si on attend, alors certaines nuisances environnementales, certaines problématiques de santé euh, vont, vont impacter, c'est pas le bon terme, mais les personnes fragiles, elles vont être plus exposées. Plus on va attendre, plus elles vont être exposées à des nuisances environnementales. Donc, ne rien faire, c'est des pathologies chroniques qui vont apparaître plus tard. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que euh, on va être sur du coup la prise en compte de facteurs invisibles. On a toutes les raisons de ne pas y aller puisque la qualité de l'air ou la mauvaise qualité de l'air, par exemple, elle n'est pas visible et du coup, on pourrait se dire qu'elle n'impacte pas la santé des plus jeunes. Donc, il y avait cette question de la temporalité et tu avais posé une Il y a autre deux autres question. questions et on Ouais. se demande si tu peux nous citer Ah oui. Ouais. des bons exemples, des Alors, références, des enfin, endroits. Tu as pu oui. parler d'écoles au Ouais. Paris. Est-ce qu'il y a d'autres territoires comme Alors, ça où tu as vu des oui, il bonnes y en a initiatives? d'autres, hein. Enfin, je pense qu'on en retrouve, on retrouve. Je vais faire, je vais rappeler quand même comment où se situe aussi mon intervention. On en retrouve pas mal dans, je crois qu'il y a 10 projets à la loupe dans le carnet en rue bien-être bien-être et rénovation urbaine qui est sorti il y a 2 ans à Lille notamment. Moi, je pense à Poitiers. Ils sont cités aussi dans le carnet. Je pense aussi à ce qui a été réalisé, la maison de santé de Grand-Bellevue à Nantes. Bon, il y a plein d'autres projets. On pourra du coup réfléchir à comment diffuser cette information, mais en gros, il faut aussi se dire que on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul pour brasser, en tout cas lister les projets les plus intéressants parce que ces évaluations d'impact en santé ou ce développement de l'urbanisme favorable à la santé, il a émergé en France maintenant il y a une dizaine d'années. Et finalement, ces répercussions, ces enseignements, on commence à les percevoir à travers les pratiques et la réalisation de ces opérations, de ces réhabilitations d'équipements ou constructions. Donc, je dirais que c'est le moment là aujourd'hui où on peut en tout cas voir quelle est la plus-value de ce type de la mobilisation de ces outils. Mais déjà en cours, l'école des couronneries et la maison de santé de Bellevue qui fonctionnent maintenant depuis, je crois, 4 ans, je crois, ça doit être 2022, peuvent être déjà des premières pistes pour
La ligne de mémoire, c'est un travail sur le bruit, non? Oui, voilà. Le Ouais. bruit d'une Ouais. infrastructure routière. Ouais. Projet Concorde, je crois. Ouais. Euh, pour poursuivre, un des auditeurs, je sais pas comment on appelle les personnes qui nous suivent là, parle des handicaps non visibles, perte de mémoire, enfin, qui peuvent être en plus Hmm. associés au sujet de vieillesse ou pas, mais qui sont un vrai facteur d'exclusion, parfois imperceptible, collectif. Est-ce que ça fait partie des réflexions sur les aménagements favorables à la santé? Alors, quand on parle d'handicap invisible, on parle de santé mentale, je pense, Oui. santé psychique. C'est en tout cas, c'est à ce sujet auquel je pense. Oui, là, enfin, il y a encore beaucoup à faire pour, pour justement se donner les moyens d'écouter ces personnes, leurs familles. Là encore, hein, je dirais que, en tout cas, la prise en compte de leurs paroles, de leur parcours, de chez eux jusqu'à un service, un commerce, euh, l'exploration de leur trajet quotidien nous amène toujours à imaginer, en tout cas, des niveaux d'accessibilité, de compréhension, de parcours qui va améliorer leur bien-être et leur capacité à se déplacer. C'est un sujet aussi sur les mobilités, hein, sur le risque. Et c'est quelque chose qu'on nous renvoie beaucoup quand on réfléchit avec des habitants sur qu'est-ce qui fait la santé d'un quartier. Donc là, on n'est plus sur l'intime, on fait qu'est-ce qui fait la santé de mon quartier, qu'est-ce qui fait que mon quartier se dit en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est toujours une réflexion sur le vide, la sensation de vide. S'il est vide ou avec des endroits ou une majorité d'endroits dits abandonnés, le quartier est en mauvaise santé. Si au contraire, il est jugé actif, de plus en plus mobile, euh, avec un meilleur repérage de où sont les gens, où ils traînent, où ils se cachent, et avec du mouvement, du déplacement, alors souvent le quartier est considéré comme en bonne santé. C'est intéressant Donc comme là, hypothèse, sympa, voilà, on fonctionnement. est du coup sur quelque chose qui à la fois touche à l'intime, puisque ça joue sur le moral, pour dire les choses directement, mais on voit bien du coup à quel point notre regard sur les paysages et sur l'environnement va jouer sur notre santé mentale. Mm. Alors ensuite, on passe dans les questions sur quels sont les leviers. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer forcément l'ensemble des leviers. Je renvoie à la formation que tu animes à l'école les 18 et 19 novembre prochains, C'est bien pour ça. ceux qui souhaitent vraiment développer sur 2 jours le sujet. Pour autant, comment on fait pour sensibiliser un élu? Comment on fait? Bah, comment on fait? Enfin, on me dit, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des acteurs? Mm. Est-ce qu'il faut aller chercher, comme tu le disais tout à l'heure, les acteurs de l'État qui sont susceptibles de sensibiliser ou de donner ou de mettre à Ouais. disposition des données aussi qui Oui, marchent? bah, il y a plusieurs outils, hein. Je dirais qu'il y a quand même le levier financier, il est pour un élu considérable. C'est se dire que, en gros, ça va pas être une étude parmi d'autres. Qu'est-ce qu'elle peut rapporter, entre guillemets, quelle plus-value elle va apporter au projet? Euh, euh, Est-ce qu'elle va pas être noyée justement dans un flot d'études euh, qui, qui ne va pas en- engager ou en tout cas perturber les orientations finales. Donc le levier financier, là je vous en ai parlé, grâce au soutien je dirais, des services de l'État et des agences régionales de santé, il y a plusieurs leviers possibles, mais j'en repère quasiment dans toutes les régions aujourd'hui, notamment à travers les plans régionaux santé-environnement. L'autre levier, c'est celui de, c'est concrètement comment l'intégration de la santé dans un aménagement urbain va permettre de mobiliser les habitants. Il y a aussi
On cherche souvent, on a parlé de la participation, euh, réfléchir aux moyens d'intégrer la santé dans un aménagement urbain, c'est aussi considérer que les habitants en sont responsables. Et je pense qu'un élu, il est sensible au fait que les habitants puissent se sentir impliqués sur la qualité de leur espace public, sur les efforts aussi qui sont réalisés pour pour accéder à certains services. Et bon, c'est les principaux leviers qui me viennent en tête là pour convaincre un Ça peut élu. être une façon de reposer des questions Ouais. ou de remobiliser aussi des gens. L'autre sujet, le dernier point quand même, c'est ça renvoie au levier financier, c'est souvent qu'est-ce que ça va me coûter? Et je vous ai dit, ce qu'on ne mesure pas, c'est les coûts, c'est souvent les coûts induits, c'est-à-dire le coût de ne rien faire, les coûts sanitaires et sociaux qui se mesurent souvent à 15-20 ans. Je pense qu'on aurait intérêt à mieux évaluer, notamment les coûts sanitaires et sociaux, pour pouvoir se rendre compte à quel point Alors, ensuite, on a peut-être intérêt à parfois amplifier oui, cette place de la santé dans les plans d'aménagement urbain. très bien, Yann, merci. Il y a beaucoup de questions aussi sur les références et la documentation. Le carnet de l'innovation que tu as évoqué, qui contient plusieurs exemples, dont celui de Lille, et un carnet qui est diffusé par l'ANRU. Je pense Oui. qu'on peut l'envoyer d'ailleurs parmi les ressources documentaires avec le replay de la conférence à Mm. tous. Mm. Euh, Ça permettra d'avoir quelques Oui, exemples bien sûr, pour hein, mieux ouais. les Un diffuser. premier, et puis les guides que j'ai évoqués, on Aussi pourra aussi l'intégrer mettre dans les... le. Ouais, je pense qu'il y a oui, il y a bien 10 ouvrages références clés sur lesquels on peut s'appuyer pour engager la démarche et la suivre dans le temps, hein. Ça, c'est un des sujets euh, que j'ai pas trop abordé, mais qui est abordé aussi dans la formation, c'est celui de euh, l'importance de pouvoir suivre l'évaluation de ces études dans le temps et comment mesurer, comment permettre aux habitants de suivre la prise en compte de ces recommandations. On est sur du temps long, donc on pourrait dire que c'est coûteux, mais c'est souvent très, je dirais, essentiel pour pouvoir s'assurer que les recommandations émergentes de ces outils sont finalement dans la réalisation, dans les travaux. Ouais. Très bien. Ben, c'est très clair. Un grand merci à toi. Donc, comme je l'ai dit, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent en formation au mois de novembre sur ce sujet à l'école. Et puis, cette présentation aussi sera en replay sur notre site en rediffusion si vous voulez la faire connaître autour de vous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et merci Yann. À bientôt. Au revoir.